Mesdames, Messieurs, chers étudiants, chères étudiantes, c'est avec une grande joie et un immense honneur que nous recevons aujourd'hui le professeur Nadia Lamoudi, une collègue et surtout une amie de longue date, pour la présentation débat de son ouvrage intitulé « Les identités masculines et féminines ». Permettez-moi juste, avant de donner le mot à professeur Nadia Lamoudi, de souligner que la bibliothèque universitaire Mohamed Sqat joue désormais un rôle central en tant que véritable centre de connaissance, de culture et de production du savoir. Nous faisons plusieurs efforts pour offrir un espace stimulant où les étudiants comme vous, les chercheurs et les intellectuels du Maroc peuvent échanger, créer et enrichir leurs perspectives. Parmi les projets phares que la bibliothèque a mis en place il y a 2 ans, je vais citer les leçons de la bibliothèque universitaire Mohamed Sqat, des leçons qui s'inspirent des leçons inaugurales du Collège de France. Nous pouvons également citer le catalogue collectif des bibliothèques de l'université Hassan II de Casablanca que vous pouvez consulter tous depuis Internet et qui facilite l'accès aux ressources académiques et scientifiques de l'université Hassan II. D'ailleurs, nous sommes en train de mettre en place le catalogue collectif des bibliothèques de la région Casablanca-Stat. On peut également citer plusieurs autres projets, comme par exemple le catalogue des manuscrits de la bibliothèque universitaire Mohamed Sqat et qui sont accessibles désormais en ligne. On a également développé le propre chat GPT de la bibliothèque universitaire Mohamed Sqat. Il y a plusieurs initiatives. Je vous invite tout simplement à suivre la chaîne YouTube de la bibliothèque universitaire Mohamed Sqat pour avoir idée sur les nombreuses initiatives que nous sommes en train de mener. Je vais également ajouter le fait que la bibliothèque universitaire Mohamed Sqat ouvre désormais la porte à tout le monde, aux chercheurs confirmés, mais aussi aux étudiants créatifs de l'université Hassan II. Et il y a un ami qui est ici présent, qui est un étudiant avec vous, et qui fait plusieurs initiatives ici à la bibliothèque universitaire Mohamed Sqat. Je le remercie pour tout ce qu'il a apporté à la bibliothèque. La bibliothèque vous ouvre ses portes, tous, sans exception. Je ne vais pas trop m'attarder, je vais laisser la parole à professeur Nadia Lamoudi pour nous présenter son livre et je vous remercie pour votre présence. Salam alaikum. Eh bien, aujourd'hui, je suis très heureuse de venir ici, dans ce lieu agréable d'échange. D'abord, je tiens à remercier vivement Monsieur le directeur de la bibliothèque Sqat, Monsieur Khalid El-Hiyani, pour l'invitation. Je tiens aussi à le féliciter. D'abord, je tiens à remercier vivement Monsieur le directeur de la bibliothèque Sqat, Monsieur Khalid El-Hiyani, pour l'invitation. Je tiens aussi à le féliciter car depuis sa prise de fonction en tant que directeur, la bibliothèque a véritablement pris un nouveau souffle, se transformant en un formidable centre de vie culturelle, imbibé par vos valeurs humaines comme le partage et surtout le sens de la créativité et l'enthousiasme et l'implication et la responsabilité, parce que je le connais bien, c'est mon collègue. Donc, je vous félicite, grand monsieur, pour ce changement, de rendre ce lieu parfaitement pour l'échange culturel et aussi pour booster nos étudiants. Dans ce lieu inspirant,
sublimé par l'odeur des livres, propice aux échanges et à la réflexion. Je tiens à remercier vivement l'auditoire pour sa présence. Je tiens à souhaiter la bienvenue à tous mes étudiants, de filières différentes confondues, géographie, sociologie, master d'excellence et aussi la licence d'excellence numérique. Je les remercie vivement. Je remercie vivement aussi ceux qui ont participé de près ou de loin à l'organisation de cet événement et à la réussite de cet événement. Je remercie aussi une personne exceptionnelle qui est toujours derrière moi, c'est Mademoiselle Seyh Kautar, pour son implication et son professionnalisme. Résumer un livre, ça me paraît une tâche difficile, surtout pour une durée limitée. Il s'agit d'un ouvrage dense, construit patiemment au fil de 3 années. Mais ce que je trouve intéressant dans cet échange, c'est qu'on ne va pas se limiter tout simplement à parler du sujet du livre. Je vous laisse l'opportunité et je vous invite à le lire. Mais on va discuter de quelques thématiques soulevées par le livre. En effet, ce livre va constituer un point de départ pour une réflexion plus large sur des thèmes essentiels qui résonnent dans le contexte actuel des médias marocains. Une vision sociologique où j'ai mis en lumière ces dynamiques sociales à travers un corpus constitué de séries diffusées dans le prime time d'une période très emblématique qui est le Ramadan. Le livre explore des thèmes variés, croise plusieurs disciplines. Pour moi, l'interdisciplinarité est une composante importante pour soulever et faire des questionnements. Et comme le dit Socrate si bien, les questionnements sont plus intéressants que les réponses, parce qu'elles nous incitent à réfléchir, à prendre du recul et à analyser tout ce qui est implicite et caché. Donc, le livre explore des thèmes variés, croise plusieurs disciplines, sociologie, du genre, médias, et aussi les cultures médiatiques, et soulève des questions complexes. Mais le tout est dans le titre. Vous voyez que les identités masculines et féminines. D'abord, si je reviens au titre, les identités, d'abord j'ai mis le titre au pluriel, et c'est pas anodin. Pluriel, pourquoi? Je vais expliquer. Aussi dans les séries télévisées étaient toujours considérées comme une sous-culture. Ça veut dire que ce sont des séries pour se divertir. Sachant bien qu'à travers ces séries culturelles, ces productions sérielles, on transmet des messages, on ancre des attitudes, comme le dit si bien Bourdieu, lorsqu'il a appelé l'habitus. Et l'habitus, il y a deux. Il y a l'exis, c'est-à-dire c'est la position, comment je me positionne à travers plusieurs actions. Il y a aussi l'éthos, ça veut dire la morale, ce que j'apprends, comment je le pratique. Il se rejoint aussi avec Tajvel, lorsqu'il a parlé de l'identité et comment se construit l'identité à travers les actions. Donc, pour l'identité, je vais donc essayer de voir plusieurs disciplines concernant l'identité. Je ne vais pas m'attacher surtout à mon livre, mais je vais soulever les thématiques. Donc, par exemple, je vous invite à faire un voyage à travers plusieurs sciences pour savoir l'identité. Qu'est-ce que l'identité? Si, par exemple, je parle des filières que j'enseigne, on ne cesse de trouver ce mot. Si je parle, par exemple, de la communication numérique, toujours, par exemple, dans les réseaux sociaux, on parle d'identité. On parle d'identité sociale, on parle d'identité numérique, on parle d'identité personnelle. Dans la sociologie aussi, quels que soient les courants, toujours l'identité, c'est-à-dire l'être humain, il est toujours au cœur des questionnements. Et comme je le dis toujours, l'être humain est complexe. C'est lui qui fait quoi? Qui incite toute une polémique. En arabe, ça veut dire c'est un être humain. On doit donc le voir dans sa globalité.
C'est pourquoi que je vois que l'interdisciplinarité est une composante importante pour analyser des faits sociaux ou bien pour analyser des interactions. Commençons par M. Platon. Dans ses dialogues, notamment dans La République, Platon développe l'idée que l'identité de l'individu est étroitement liée à sa place dans la structure sociale. Donc, depuis l'Antiquité grecque, il y a le problème, c'est pas le problème, la composante, la notion de l'identité, elle est présente. Donc, pour ce grand monsieur, qui était le disciple de Socrate, malheureusement Socrate, même s'il a questionné des identités à travers la maïotique, à travers ses questionnements, mais il n'a pas donc rassemblé ses idées dans des ouvrages. C'est M. Platon qui va se charger de ça. Donc, pour l'identité, pour lui, il introduit la notion de l'âme comme étant distincte du corps. Et l'âme humaine a des qualités qui sont en lien avec la quête de la vérité, de la justice et de la connaissance. Donc ici, vous voyez qu'il y a 3 mots clés ici. La quête de la vérité, de la justice et de la connaissance. C'est ce que j'ai essayé de chercher avec mon modeste travail. Ça veut dire, la vérité, elle est où? Dans ces séries télévisées qui sont écrites par des scénaristes, soit des femmes, soit des hommes, qu'est-ce qu'elles cachent derrière? Quelle identité? Et comment on a construit ces identités? Et pourquoi ces messages? Et de quel message s'agit-il? Est-ce que c'est un message genré? Est-ce que c'est un message imbibé de culture ou n'importe quelle composante autre? Donc, pour Platon, et comme savent toujours mes étudiants, j'aime beaucoup les équations, on va donc le résumer. L'identité pour Platon est donc une construction intérieure, identité égale. Pour Platon, est donc une construction intérieure liée à la recherche de la vérité et de la justice qui ne peut être pleinement atteinte que par la sagesse et la connaissance de soi. Donc remarquez, connaissance de soi, à l'intérieur il y a le mot implicite qui est identité. En faisant libérer les illusions, si vous vous rappelez, chers auditoires et chers étudiants, que Platon a parlé de l'allégorie de la caverne. Donc, ce qu'on appelle donc une schématisation, ce qu'on appelle une schématisation d'El Kaf. Et pour le Kaf, il y a toujours quoi? Il y a opposition entre le sombre et la lumière. Donc ici, on voit que l'allégorie de la caverne, Platon, qu'est-ce qu'il a explicité? Il a explicité que nous sommes toujours à la quête de la vérité. Nous cherchons la vérité au fond de nous-mêmes. Nous cherchons la vérité dans la spiritualité. Nous cherchons la vérité dans l'accomplissement de soi, comme le dit si bien donc Maslow dans la pyramide de Maslow. Lorsque je veux retrouver mon identité, c'est pas en faisant satisfaire les besoins physionomiques, mais je suis dans le haut de la pyramide. Ça veut dire dans l'accomplissement de soi. Donc pour Platon, donc qu'est-ce qu'il a fait dans l'allégorie de la caverne? Pour chercher soi, pour chercher la vérité, c'est une lumière. Donc toujours on est entouré d'illusions. Vous savez maintenant, on est beaucoup, donc il y a beaucoup d'illusions maintenant, vu les réseaux sociaux, et vu la technologie, et vu maintenant il y a une perturbation, un chamboulement des références. Parce qu'on n'est plus dans le cadre famille, père, mère, on a un autre concurrent très virulent, ce sont les réseaux sociaux et l'Internet. Donc pour Platon, il a cherché à travers cette lumière la justice, la connaissance et la vérité. Nous passons à M. Socrate qui n'a pas laissé de traces, mais il a laissé, bien sûr, des questionnements. Il a laissé tout un héritage derrière lui que Platon donc, a pris donc, la charge de l'inscrire, le transcrire. Socrate, à travers ses célèbres dialogues, notamment ceux écrits par Platon, pose la question fondamentale. Connais-toi toi-même. Si on prend par exemple cette expression, ça me rappelle donc l'expression dans la psychologie. Ça me rappelle la psychologie humaniste.
Dans la psychologie humaniste, Rogers, qu'est-ce qu'il dit? Il dit toujours, il faut chercher au fond de vous-même, au fond du patient. Il faut chercher le potentiel. Il faut chercher ce qui est caché. Jung aussi, c'est un autre psychologue, il dit, il a comparé ça avec les ombres. Remarquez toujours, ce champ lexical entre la lumière et l'ombre. Ça veut dire que l'être humain, toujours il y a cette dualité entre l'ombre et la lumière. Il y a des choses qu'on ne peut pas expliquer. On est toujours à la quête. Peut-être, il y a donc des personnes qui la trouvent dans la spiritualité, d'autres qui la trouvent dans l'accomplissement de soi, d'autres qui la trouvent dans l'amour, d'autres qui la trouvent par exemple dans la famille, mais il y a toujours ce besoin et cette dualité entre l'ombre et la lumière. Donc pour Socrate, si je veux faire l'équation, la fameuse équation, donc l'identité, il ajoute authentique. Authentique, ça veut dire c'est une identité, la vraie identité. C'est pas une identité qui est imbibée, qui est façonnée par d'autres facteurs culturels. Donc, il dit que l'identité authentique, individuelle, personnelle, c'est la connaissance de soi, à la réflexion sur ses actions et à l'examen constant de sa vie. Ça veut dire on est en continuité. Si on veut vivre pleinement, si on veut vivre ce qu'on appelle donc l'extase, soit vitale ou bien intellectuelle, il faut toujours chercher à combler ce manque. Et chacun va emprunter le chemin qui va le mener vers le bonheur. Monsieur René Descartes. Donc, au XVIIe siècle, avec Descartes, l'idée de l'identité connaît une évolution fondamentale. Dans son célèbre discours de la méthode et dans ses méditations métaphysiques, Descartes, tout le monde connaît le cogito. Donc, je pense, le cogito. Je pense, donc je suis. Donc, Monsieur Descartes, donc ce philosophe dont je prends toujours l'expression oser le savoir, donc il a toujours fait appel à quoi? Il a fait appel à ce que on utilise la pensée, la raison avant tout. Si on ne pense pas, si on n'utilise pas nos compétences, si on n'utilise pas nos processus mentaux pour les exploiter, donc nous n'allons pas vivre. Donc l'équation pour Descartes, identité égale pensée plus conscience de soi plus ancrage dans la subjectivité. La subjectivité, ça veut dire quoi? Que chacun a ses propres penchants. Même la spiritualité, que chacun la comprend à sa manière. C'est pourquoi vous avez cette diversité même dans la pratique de la religion. Jean-Jacques Rousseau, au XVIIIe siècle. Nous sommes au XVIIIe siècle, donc le voyage continue avec ses philosophes et ses penseurs. Donc Jean-Jacques Rousseau, le XVIIIe siècle, nous savons que le siècle, on l'a appelé le siècle des Lumières. Vous voyez toujours ce champ lexical, lumière, ombre, sombre. Soit les psychologues, soit les sociologues, d'autres disciplines, ils sont toujours hantés par cette dualité entre l'ombre et la lumière. Donc pour Jean-Jacques Rousseau, surtout dans son ouvrage du contrat social et ses confessions. Les confessions, ça veut dire que je dis ce que je ressens. Les confessions, le mot, et les religieux, ça veut dire je dis tout ce que je ressens, toute ma charge émotionnelle, tous mes secrets, je peux les dire facilement. Donc, je suis en affrontement avec moi-même d'une manière sincère. Donc, pour l'équation de Jean-Jacques Rousseau, identité identique, authentique, remarquée. Authentique aussi, comme Socrate. Donc, il a ajouté l'adjectif authentique. C'est pas anodin. Ça veut dire, je ne parle pas de l'identité façonnée. Je parle de l'identité authentique. On parle, comme il a dit Descartes, de la subjectivité. Donc, remarquez les points. Donc, toujours, il y a des points de convergence entre tous ces penseurs. Donc, identité authentique, comme Socrate, bien sûr, donc l'adjectif, c'est la recherche du bien commun, loin des contraintes sociales corrompues. Remarquez toujours, je vous dis, et on le dit toujours avant moi, que la langue a ses affinités. L'emploi des penseurs, par exemple, de la rhétorique, l'art de bien parler, et je ne cessais de le dire toujours, les sophistes ont conduit Socrate à boire la ciguë
à la condamnation à mort, grâce à quoi? À la rhétorique et l'art de bien parler. C'est pourquoi je conseille toujours mes étudiants, et je suis toujours en apprentissage, de s'ouvrir sur les langues, d'enrichir donc les langues, parce que c'est une porte, c'est une clé qui nous ouvre les portes, c'est pas seulement les fenêtres, mais les portes de la connaissance. Lorsqu'on dit les contraintes sociales ici corrompues, ça veut dire que ces contraintes sociales, donc ils sont en harmonie avec quoi? Avec des changements. Et ces changements, ils sont imposés par des lois et un pouvoir et une autorité. Donc ils sont corrompus. Ce ne sont pas, par exemple, des contraintes sociales qui sont valables pour tout le monde. Il y a toujours une inégalité. On passe à Nietzsche. On ne peut pas parler de l'identité sans parler de Nietzsche. Nietzsche, donc philosophe du 19e siècle, propose une réflexion radicale sur l'identité. Vous voyez pourquoi j'ai choisi les identités. C'était un long voyage à travers donc ces pensées de ces grands penseurs, qu'il considère comme un produit de la culture et des valeurs sociales. Donc il y a un livre très intéressant. Donc je le lis à chaque fois et je découvre que je n'ai pas bien compris et je le découvre encore. Donc ça s'appelle Ainsi parlait Zarathustra. Donc c'est un livre de Nietzsche qui demande beaucoup de réflexion et beaucoup donc de lecture, relecture comme une maturité. À chaque fois que vous avancez dans la lecture, à chaque fois que vous avancez dans la formation, vous allez découvrir ce livre autrement. Donc pour lui, l'identité égale une construction dynamique et créative. Il y a ici le mot dynamique. Dynamique, ça veut dire qu'elle est toujours en progression, en changement. Et créative. Si vous, par exemple, vous voyez vous-même, est-ce que même dans la même famille, est-ce que même si vous avez reçu la même socialisation, même si vous avez reçu la même si vous êtes des jumeaux ou bien des jumelles, est-ce que vous avez le même sens de créativité dans votre identité? Non. Donc, il y a toujours la subjectivité dans l'identité. Donc, l'identité, c'est une construction dynamique et créative, rejetant les identités imposées par la société. Ça veut dire le fait, comme le dit Erving Goffman, lorsqu'il a donc comparé que nous avons plusieurs personnalités. Il a pris la métaphore de quoi? La métaphore du théâtre et des masques. Ça veut dire à chaque fois, par exemple, qu'on est dans un contexte déterminé, on porte des masques. Par exemple, je suis dans le milieu du travail, je porte un masque. Je suis à l'intérieur de ma famille, je porte un masque. Je suis ici, je porte un masque. Et même Jung, si je vous parle toujours de l'interdisciplinarité. Dans la psychologie, Jung, il parle des personas. Les personas, ce sont la différence entre plusieurs, la diversité des personnes. Ça veut dire à chaque fois, donc on met un masque, à chaque fois, on est adapté à un contexte déterminé. Donc pour Nietzsche, l'identité est une construction dynamique et créative, rejetant les identités imposées par la société. C'est pourquoi il a parlé du concept le surhomme. Ça veut dire il a été mal compris parce que c'est sa sœur qui a pris ses écrits et les a détournés en faveur, bien sûr, des nazis. Mais heureusement, il y a des penseurs qui ont fait des relectures pour Nietzsche. Ils ont trouvé que le surhomme, pour lui, c'est pas ça. Le surhomme, c'est le fait de chercher la recherche, la quête de la connaissance, la quête de la réalité, tout simplement en laissant les explications catholiques. Ça veut dire qu'il ne laisse, pour lui, elles donnent des ambiguïtés. Ici, il est en conformité avec Max Weber. Max Weber, c'est un sociologue aussi allemand, lorsqu'il a parlé de le désenchantement du monde. Ça veut dire comment, tout simplement, on ne pas se baser toujours sur des explications religieuses, parce que ces explications religieuses, elles induisent à l'erreur. Même nous, par exemple, pour notre religion, il y a des interprétations qui sont, par exemple, orientées vers des idéologies déterminées. Donc, il y a toujours des interprétations. Donc, la religion, elle est là. Les versets, elles sont là. Ils défendent l'humanité, ils défendent l'égalité, mais il y a d'autres interprétations qui sont exploitées, bien sûr pour des objectifs idéologiques. Donc, pour lui, donc on a déjà parlé, donc, pour lui, il faut toujours, il a dit une phrase qui est intéressante,
rien n'est beau que le vrai. Est-ce que nous vivons dans un monde où il y a le vrai? C'est ça mon questionnement. Maintenant, les contemporains. Donc, je me suis adressée aussi à M. Erving Goffman, puisque je parlais des identités masculines et féminines dans les séries télévisées. Donc, il y a un ensemble de personnages qui interprètent. Il y a plusieurs séries qui sont soit écrites par des femmes, soit écrites par des hommes. Il y a une diversité d'interprétations, une diversité de statuts et de rôles donnés à la femme et à l'homme. C'est pourquoi donc la théorie de Erving Goffman était très intéressante à interpeller, puisqu'il a parlé bien sûr de l'interaction. Et dans les séries télévisées et même dans la réalité, il y a toujours le monde est toujours en interaction. La femme est toujours en interaction avec l'homme. L'homme est toujours en interaction avec sa famille, avec son environnement. Donc pour Erving Goffman, donc surtout dans son ouvrage La mise en scène de la vie quotidienne, 1959. Donc, remarquez, il a emprunté même le jargon du théâtre pour montrer que nous vivons dans un grand théâtre où nous prenons à chaque fois des rôles, nous interprétons des rôles. Parfois, nous échouons, parfois, nous arrivons à réussir, à mieux interpréter nos rôles. Parfois, nous faisons la confusion. C'est ce que Jung parle. Lorsqu'il ne faut pas donc s'attacher à un persona, ça veut dire il en a plusieurs, il ne faut pas s'en attacher. Oui. Donc, il ne faut pas s'en attacher à une seule. Donc, pour Erving Goffman, identité égale, construction évolutive plus interaction. Remarquez toujours dynamique, évolution, interaction. Il a parlé aussi de deux concepts qui sont très, très intéressants. Donc, front stage et backstage. Ça veut dire, on distingue entre le front stage, où nous présentons une image sociale de nous-mêmes aux autres, et le backstage, où nous pouvons nous retirer pour être plus authentiques et moins contraints par les attentes sociales, comme les coulisses dans le théâtre. Donc, en confrontation, on joue un rôle, mais dans les coulisses, on est nous-mêmes. Voltaire, il a dit, dans Candide, vous connaissez bien Candide, donc il a dit donc un mot très intéressant, donc le jardin secret de chaque personne. Donc on ne peut pas, donc quelle que soit l'interaction que vous avez avec l'autre, vous gardez votre jardin secret. Ça c'est évident. Foucault. Aussi, j'ai interpellé Foucault, donc surveiller et punir, 1975. Foucault explore la manière dont les institutions et les discours sociaux déterminent les identités individuelles et collectives. Donc Foucault, il a ajouté aussi les identités collectives. L'équation de Foucault, identité égale, conditionnement des individus. Vous savez, conditionnement dans le jargon psychologique, c'est quoi? Donc c'est toujours stimulus et réaction. Ça veut dire un conditionnement, je change par le moyen de stimulus. Donc, conditionnement des individus, on peut dire façonnement, plus leur classement par des institutions et des pratiques, plus surveillance, parce que, donc lui, Foucault, il insiste sur surveillance. On est toujours surveillé. Si on voit les caméras maintenant, les profils, si on voit maintenant les empreintes et tout, nous ne sommes pas aujourd'hui surveillés. Donc, nous avons surveillance, punition, façonnement. Pour punition, ça ne peut pas être palpable, punition psychologique, punition morale, punition avec nous-mêmes, on est en confrontation. On n'arrive pas donc à faire une harmonie entre les personas. Donc, punition ici, ça peut revêtir plusieurs formes et plusieurs interprétations. Donc, on a identité, conditionnement des individus, plus leur classement par des institutions et des pratiques, plus punition, plus façonnement en identité sociale et personnelle. Donc, impacté par des rapports de pouvoir, les rapports de force. Ces rapports de pouvoir, ça nous rappelle M. Pierre Bourdieu. Donc, Pierre Bourdieu, dans la distinction en 1979,
a exploré la manière dont l'identité est façonnée par des interactions sociales et des rapports de pouvoir. Remarquez maintenant, on ajoute les rapports de pouvoir et toujours l'interaction façonnement à travers ces concepts champ, capital et habitus. On a parlé de l'habitus, c'est une manière de s'adapter à un environnement, tout simplement. Par le moyen, on a vu l'éthos et l'exis. L'exis, c'est la morale, c'est ce qu'on appelle les traditions, les normes. Et bien sûr, l'éthos, c'est la manière, comment je parle. Lorsque je suis dans un entretien d'embauche, je ne vais pas parler de la manière lorsque je suis dans ma famille, en train de parler à mes enfants, bien à mes proches. Donc, pour Bourdieu, identité égale façonnement des identités, plus interaction sociale, Erving Goffman, plus rapport de pouvoir, donc ici toujours Foucault, non seulement des caractéristiques personnelles, mais aussi biologiques. Donc pour lui, il ajoute la composante de la biologie. Maintenant, le genre. Lorsqu'on parle du genre, on ne peut pas mettre sous silence Mernissi. Donc lorsqu'il a parlé du harem, le harem, donc, est l'Occident en 1987. Elle soutient que ces constructions de genre sont le produit de rapports de pouvoir et de domination. Remarquez, ici le genre, ici domination, rapport et bien sûr sa mentalité patriarcale. Où l'identité féminine est souvent définie par son rapport à l'homme et à des structures patriarcales. Mernissi met en évidence le fait que l'identité de genre est socialement construite. Ça nous rappelle la fameuse citation « Je ne suis pas née une femme, mais je le deviens ». Simone de Beauvoir, Le deuxième sexe, 1949. Donc, vous avez, pour Mernissi, identité du genre, construite socialement égale, l'équation, la fameuse équation. Pourquoi je vous fais les équations? Parce que dernièrement, j'ai lu pas mal d'ouvrages qui parlent du système 1 et système 2. Le système 1, donc Karl Mann. Karl Mann, c'est celui qui a travaillé sur cet ouvrage. Le système 1, c'est un système de notre cerveau qui aime les raccourcis, qui travaille avec les biais cognitifs. Par exemple, biais de confirmation, je vais vers l'information qui confirme mes croyances. Biais de disponibilité, une fois que j'ai l'information disponible devant moi, donc je crois en cette information. Donc ce système 1, c'est un raccourci. Les équations, on travaille avec le système 2 qui demande beaucoup de réflexion, beaucoup de raisonnement. C'est pourquoi j'interpelle les équations, parce que les équations, ça nous incite à réfléchir et partir vers la réalité, vers le système 2. Donc pour Mernissi, l'équation. Identité du genre, construite socialement, plus éléments culturels, plus religieux, plus historiques. Il a même aussi écrit un roman que je ne cesse de lire et de relire, Rêve de femme. Rêve de femme aussi, à travers ce roman autobiographique, donc elle donne la voix à Fatima, qui était une jeune fille, et elle met en exergue donc ce harem symbolique. Il n'y a pas seulement le harem physique. Pour elle, c'est pas seulement le harem physique où on enferme des femmes, mais il y a aussi le harem symbolique, au point qu'elle donne une expression très intéressante dans le roman. Elle dit que la domination, elle est inscrite sur les fronts des femmes. 2 francs, elle est inscrite. Elle donne aussi l'exemple du harem. Donc, il y a le harem urbain et le harem rural. Elle donne l'exemple du harem rural, même s'il n'y a pas des portes, même si on n'enferme pas les femmes, mais elles ne sortent pas. Pourquoi? Parce que c'est inscrit. L'enfermement, à travers la culture, à travers la mentalité patriarcale, est inscrit sur les fronts, même s'il y a les portes qui sont ouvertes. Il a introduit un mot très intéressant pour les autres penseurs dynamiques. Pour elle, il a parlé de la fluidité de l'identité. Fluide. Toujours, on peut la façonner, la modeler selon les cultures, mais toujours il y a le mot patriarcal qui règne. On termine avec Judith Butler.
Donc, Judith Butler, donc, c'est une philosophe et théoricienne féministe américaine. Donc, il a parlé d'un concept très intéressant qui est la performativité. La performativité, c'est comment se rendre performant en toujours être femme. Par exemple, les femmes, durant la socialisation, ils sont performés, bien sûr, à dire que vous êtes multitâche. Sachez que c'est une illusion. Multitâche, parce que vous êtes socialisé pour ça et vous avez tracé des chemins dans votre cerveau. À force de les rôder, vous êtes devenu multitâche. Un homme peut devenir multitâche, une femme peut devenir multitâche par la socialisation et la pratique et ce qu'on appelle la performativité. Elle dit, cette femme, l'identité n'est pas une identité, mais un acte, un ensemble de gestes répétés. Et ces gestes produisent l'illusion d'une identité cohérente, toujours fluide. Lorsqu'il a dit l'illusion, ça vous rappelle Platon. Ça veut dire il y a toujours cette dualité entre l'ombre et la lumière. Donc son ouvrage, ça s'appelle Trouble dans le genre. Trouble dans le genre, 1990. C'est elle qui a instauré la théorie queer. La théorie queer, c'est on n'est pas, selon elle, il n'y a pas donc cette binarité homme-femme. Il y a plusieurs identités. C'est ce qu'on appelle maintenant les LGBTQ. La théorie queer remet en question l'hétérosexualité comme norme universelle. Donc, on a maintenant les personnes lesbiennes, gays, bisexuelles, transgenres et queer. Donc, nous sommes confrontés à ça, qu'on le veuille ou non. Donc, si vous, par exemple, vous voyez les réseaux sociaux, vous allez trouver donc cette pluralité et cette diversité des identités. Qu'on soit un monde musulman ou pas, donc il faut tout simplement ouvrir les réseaux et vous allez donc surfer sur Internet et vous allez voir donc cette multiplicité des identités. Donc, pourquoi j'ai choisi donc ce voyage à travers les identités? Donc, les théories sur l'identité offrent un cadre riche pour l'analyse des séries télévisées marocaines. Elles permettent de comprendre comment les représentations de genre sont façonnées et comment elles évoluent dans le temps. Ces théories aident à explorer les tensions entre la tradition et la modernité. Ces deux mots, cette dualité entre tradition et modernité, donc il a taraudé l'esprit de pas mal de penseurs, même arabes. On peut citer par exemple Jabiri, lorsqu'il a parlé donc de la critique de la pensée arabe. On peut citer l'Arwi, lorsqu'il a parlé de la modernité, et aussi comment donc combattre ce qu'on appelle le fantôme de l'effet de la nostalgie et être en adaptation avec la technologie. Il y a donc pas mal de penseurs. Il y a aussi Manjra aussi qui a traversé donc ce monde entre, bien sûr, la modernité et la tradition. Et surtout, donc, Jabiri qui a beaucoup travaillé sur 4 ouvrages critiques de la pensée arabe. Deuxième mot-clé, les séries télévisées. Donc, les séries télévisées, comme ce que j'ai déjà parlé, auparavant, on voyait la télévision, on regardait les séries, surtout les séries en prime time. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Tout simplement, c'est pour le divertissement. Maintenant, non. Pourquoi ça a changé? Parce que même l'Occident, même les culturalistes, ils ont fait attention que les séries télévisées aussi, c'est un objet. Il devient un objet d'étude académique qui est fiable. Pourquoi? Parce qu'on n'est plus dans la télévision. On est dans d'autres réseaux, d'autres plateformes. Maintenant, si je prends par exemple, je ne vais pas faire la publicité du couple, parce que ça fait parmi les séries que j'ai analysées. Si je prends le couple, par exemple, les paroles de Kebbo, les paroles de Chaibia sont devenues des adages. Ça veut dire que ce sont des exemples qui sont ancrés maintenant dans la culture marocaine. Je trouve même des jeunes, des enfants qui commencent donc à emprunter la voix de Chaibia, les paroles et aussi. Donc, vous voyez ici, Tajvel, comment il l'appelle, cette pratique. Judith Butler, cette pratique, on performe. Et inconsciemment, donc on est dans l'ancrage. Et l'ancrage, ça reproduit quoi? La reproduction.
C'est pourquoi il faut faire attention à ces séries télévisées, d'où la nécessité de transmettre des messages égalitaires, des messages qui incitent à l'égalité, à la dignité et autre chose. Ça, c'était bien sûr la conclusion concernant donc les séries télévisées. Un autre mot que je vais donc terminer avec un autre mot tout simplement, c'est, lorsque je dis séries télévisées, c'est bien sûr le soft power. Donc, soft power. Donc, pour les séries télévisées, donc il y a un monsieur qui a fait attention à cette force douce, la force douce. Donc, le soft power, concept élaboré par Joseph Nye, c'est un Américain politologue, désigne la capacité d'un pays ou d'un acteur à influencer les autres, non par la contrainte ou la force hard power, mais par l'attraction et la persuasion. Cette influence repose sur des éléments intangibles tels que la culture et les valeurs et les pratiques culturelles. Bien sûr, les séries télévisées, ça fait partie. Si vous voyez la définition de Nye, donc il y a deux mots qui sont intéressants ici. Vous avez le mot, donc il est en opposition avec hard power, c'est pas les armes. Maintenant, si vous voyez le rapport Maroc-Chine, il a été la Chine, depuis longtemps, donc on a instauré une voie. Une voie pour nous préparer et préparer donc, bien sûr, l'alliance entre les deux pays. Depuis la visite du roi en 2016, donc il y a des alliances. Maintenant, on a des écoles, le Confucius, par exemple, on a la culture chinoise, les séries télévisées, on a même, par exemple, des boutiques où on vend des marchandises, des objets, etc. Tout ça, c'est pas par les armes. Tout simplement, ils ont su par le moyen très doux, en mettant la culture dans des gants de velours, donc ils ont su transmettre, bien sûr, la culture. Donc, si je vois, par exemple, deux mots, vous avez ici deux mots qui sont très intéressants dans l'explication, qui sont l'attraction et la persuasion. Bien sûr, les séries télévisées, ça englobe ça. Vous avez l'attraction parce que c'est le divertissement, l'image, et tout le monde est épaté par l'image. Il y a aussi l'identification. On se retrouve dans des personnages, on se retrouve dans des interactions. Et aussi, il y a la persuasion. C'est la manière de persuader. Lorsqu'on trouve, par exemple, dans l'argumentation, il y a deux composantes. Ou bien convaincre, ou bien persuader. Convaincre, c'est par la logique. On est dans le raisonnement. Mais persuader, puisqu'on est dans l'attraction, puisqu'on est dans la culture, c'est toujours, on cherche à toucher l'émotionnel, bien sûr, du destinataire. Donc, vous voyez que le soft power agit sur la manière dont les autres perçoivent un acteur. Donc, remarquez comment, surtout pour les jeunes, si par exemple, on voit la théorie de l'apprentissage social de Bandura, donc il nous parle des étapes d'apprentissage. Et l'étape la plus cruciale, c'est quoi? C'est l'étape de l'adolescence. C'est là où il y a l'ancrage, parce qu'il est en construction de son identité. Et si cet adolescent, il est bourré par un nombre indéterminé de séries télévisées qui, par exemple, transmettent des messages déterminés avec la performativité, avec l'habitus, avec la pratique, il y a l'ancrage. Après l'ancrage, il y a la reproduction. Donc, cet adolescent, si par exemple il voit que l'inégalité, s'il voit qu'il y a la domination masculine, s'il y a le non-respect de la femme, s'il voit que la femme est toujours ancrée et confinée à la cuisine, que c'est son rôle. La preuve que dernièrement, j'ai vu dans les réseaux sociaux, il y a une phrase donc, qui circule, et ce sont des jeunes. Oui, il y a Kozintik. Ce mot Kozintik, qui disent toujours aux femmes qui prennent la parole, Kozintik. Ce sont des jeunes instruits. Ce sont aussi, donc, il y a ce mot Kozintik. Une fois qu'une femme essaie d'analyser, de prendre la parole en public, de faire, par exemple, secouer l'insecouable comme les tabous, etc. Donc, on lui dit le mot Kozintik.
Donc, vous voyez donc le message. Le message, donc, il se reproduit. Ce sont des adolescents qui vont devenir des jeunes, qui vont construire des familles. Donc, il ne faut pas sous-estimer la culture, il ne faut pas sous-estimer les séries télévisées, donc, et surtout avec les répétitions. Vous voyez, par exemple, les séries sur lesquelles j'ai travaillé, elles s'étalent sur 3 saisons. Ils sont en répétition toujours, depuis 2001. Je vous donne un exemple, à la Fatima. Donc, il est toujours en répétition jusqu'à maintenant. 2001, 2002, 2003, 3 saisons, il est en répétition. Vous voyez l'ancrage, donc c'est ça, donc il faut voir donc les subtilités, d'où l'importance de l'interdisciplinarité dans les études. Le soft power au Maroc. Je finis par, je crois que peut-être que donc j'ai dépassé donc le moment qu'on m'avait accordé. Donc le soft power au Maroc. Sa culture riche. Donc il y a donc le master d'excellence. On a vu le patrimoine. Comment à travers le patrimoine on peut transmettre notre culture. Le cas de la Chine, même le Maroc. Vous voyez le Maroc aujourd'hui. Vous voyez les publicités. Si on analyse les publicités, c'est quoi? Donc, on est en train toujours de faire donc, le soft power. Et lorsque je dis le soft power, c'est pas power d'abord, c'est la force, c'est la domination. Tout simplement, c'est la domination, c'est ce qu'elle appelle Bourdieu la domination symbolique. Qu'est-ce que ça veut dire la domination symbolique? C'est que le dominé, il est dans le consentement. Il accepte la violence. On donne toujours l'exemple des femmes battues. Il y a des femmes battues, par exemple, dans des associations qui viennent dénoncer, c'est pas dénoncer, mais je vais dire qu'ils viennent à raconter. Lorsqu'on leur parle, par exemple, qu'est-ce que vous allez faire? Quelle stratégie? Vous êtes toujours dans la violence. Ils disent que quoi? Ça, c'est la violence symbolique. Voilà. Et pourquoi tu es là? Tout simplement pour faire donc sortir, extérioriser la charge émotionnelle. Voilà. Donc, deuxièmement, la promotion de la tolérance religieuse et du dialogue interculturel. Qu'est-ce que vous avez vu, par exemple? Maintenant, on a des femmes qui font quoi? On a des femmes adultes et on a des femmes imams. Et on a des femmes qui font même par adultes. Donc, au début, on ne les a pas acceptées pour faire marier, par exemple, deux jeunes. Donc, mais maintenant, qu'est-ce qu'on a dit avec la performativité? On accepte. La pratique, on accepte. Donc, il y a aussi, par le soft power, donc, qui est quoi? La promotion de la tolérance religieuse, l'interculturel, l'ouverture sur l'autre, l'acceptation de l'autre. Ça veut dire toutes les religions. Donc, on accepte toutes les religions. Bien sûr, ça, c'est du soft power. Donc, ici, même par ce biais. Vous avez aussi l'exportation de ces productions audiovisuelles. Maintenant, les séries marocaines, donc, ils surfent dans la planète. Ils sont traduits en japonais, en pas mal de langues, en chinois, etc. Bien sûr, vous voyez maintenant, si vous voyez les réseaux sociaux, je fais toujours analyser parce que les réseaux sociaux et la télévision, je trouve que c'est un miroir qui reflète donc ce qui se passe dans la société. Vous voyez par exemple des Chinois qui portent des caftans, des Chinois qui mangent marocains, même s'ils ne sont pas mariés par des Marocaines. Mais aussi, on a vu que l'augmentation des mariages mixtes. Pourquoi? Parce que toujours par le soft power. Je termine avec Smart Power maintenant. On parle aussi de Smart Power. Nye a également introduit l'idée de Smart Power qui représente une combinaison stratégique de Soft Power et de Hard Power. Ça veut dire les deux. On prend la combinaison des deux. Le Smart Power consiste à utiliser les ressources de puissance douce en complément des ressources de puissance dure pour des actions plus efficaces dans les relations internationales. Si on prend les États-Unis, donc c'est le meilleur exemple. Donc ce concept souligne l'importance d'un équilibre entre la persuasion et la contrainte pour réussir dans les affaires mondiales. Donc, comment j'ai intégré soft power et identité du genre? Lorsque ce concept est mis en relation avec les identités de genre, il révèle comment les représentations genrées
sont mobilisés pour façonner des imaginaires collectifs. Par exemple, on voit par exemple des hommes de plusieurs nationalités, ils disent que je préfère me marier avec des femmes marocaines parce que ce sont des femmes qui écoutent, ce sont des femmes qui cuisinent bien, ce sont des femmes qui sont affectives, que ce sont des femmes belles. Par quels moyens? Toujours c'est la culture et surtout les séries télévisées. Donc ici, vous voyez donc cette tendance donc à voir autrement la culture marocaine et même les rapports de genre. Ça veut dire, ils disent que la femme marocaine se comporte bien avec le mari, elle écoute ses conseils, etc., etc. On peut même parler qu'elle est, entre guillemets, soumise. Donc, les représentations des identités masculines et féminines dans les médias et les produits culturels jouent un rôle crucial dans la diffusion du soft power. Lorsque je dis soumise, c'est l'interprétation des autres. C'est pas, donc, nous sommes toujours dans l'analyse scientifique. Je ne donne pas mon opinion. Je ne suis pas dans ni orientation sexuelle, ni rien du tout. Ça veut dire que ce sont des interprétations données, ce sont des retours donnés par, une fois qu'on transmet la culture marocaine, par ces gens, les destinataires, ceux qui reçoivent la culture marocaine et surtout les hommes. Donc, les représentations des identités masculines et féminines dans les médias et les produits culturels jouent un rôle crucial dans la diffusion du soft power. Ces identités véhiculées à travers des séries télévisées, des films, des publicités ou des campagnes de sensibilisation influencent la manière dont les normes de genre sont perçues et adoptées tout au niveau national qu'international. Donc on est ici, c'est pas tout simplement parce que l'Internet a fait du monde un petit village. On a raccourci les distances. Maintenant, avec un clic, je peux donc voyager dans un monde lointain et voir plusieurs cultures, donc c'est parmi les avantages, bien sûr, de la technologie, il y a aussi les inconvénients. Même s'il y a, par exemple, cette image du petit village, il y a aussi l'inconvénient. C'est ce qu'on appelle, donc, par exemple, on appelle donc, c'est le produit de causalité. C'est vrai que on profite de l'Internet, mais on est immergé par des informations, des fake news, on ne sait pas les analyser. Il faut avoir, comme je dis toujours, cette éducation aux médias pour pouvoir déceler ces messages. Donc, image genrée. Pour les femmes, l'image de la femme peut servir à projeter une modernité, un progrès social ou une émancipation. Heureusement, ces derniers temps, donc le dernier Ramadan, on a vu des séries télévisées qui ont essayé de secouer, comme je dis, l'insecouable. Ils ont traité des tabous, ils ont traité des faits sociaux comme la mendicité, l'inceste, le divorce et pas mal de questionnements. Donc, c'était intéressant de voir ce changement. Non seulement ça, mais aussi toujours, ce qui est malheureux, c'est qu'on est toujours ancré dans d'autres formes de stéréotypes. On a créé d'autres formes de stéréotypes. Par exemple, pour la femme qui réussit, elle est toujours masculinisée dans l'habit, dans la manière de parler. Et toujours, derrière elle, il y a l'ombre du père, l'ombre du mari. Ça veut dire qu'elle ne réussit pas seulement. Même si on donne cette image moderne, il y a toujours ce qu'on appelle l'ombre derrière. Pour les hommes, les figures masculines peuvent être mobilisées pour représenter des valeurs traditionnelles comme la protection, l'honneur, la sagesse, tout en intégrant des aspects modernes tels que l'ouverture émotionnelle ou l'égalité des sexes. Donc, on a vu que même dans la masculinité, on a vu qu'il y a du changement. Ça veut dire qu'il y a du changement, mais il y a toujours l'ombre. On ne peut pas donc trancher, il y a toujours l'ombre. Donc, au niveau national, soft power et déconstruction des stéréotypes genrés. Donc, le soft power peut aussi être utilisé pour déconstruire les stéréotypes genrés en mettant en avant des modèles qui transgressent les normes traditionnelles. On vient de dire maintenant, on voit dans séries télévisées des femmes qui réussissent, des femmes qui accomplissent des exploits.
des hommes qui peuvent pleurer lorsqu'il y a une charge émotionnelle. Donc, on n'est plus dans ces schémas qu'on avait auparavant pour la masculinité et la féminité, mais il reste encore du travail à faire. Donc, les séries marocaines récentes, par exemple, présentent souvent des personnages féminins qui défient les rôles traditionnels, femmes leaders, indépendantes ou transgressives, et des personnages masculins qui incarnent des formes de masculinité plus nuancées, la sensibilité et la vulnérabilité. On a vu même des implicites concernant, par exemple, transgenre, qui a donc fait toute une polémique. C'était dans une série télévisée. C'était une fille qui qui se démasquait derrière un garçon. Le metteur en scène, il a suscité toute une polémique au point que le metteur en scène est sorti. Il a dit que ce n'est pas donc ce que vous croyez, c'est pas homosexuel, c'est une femme, c'est dans le film. Donc vous voyez qu'il y a encore du travail à faire. Il y a encore du travail à faire, il y a encore des analyses à faire et aussi une éducation aux médias. Je termine donc par cette note, c'est que les séries télévisées ne sont pas tout simplement des moments de divertissement, mais ce sont aussi des moments pour interpeller le monde et oser le savoir comme toujours. Je suis prête à vos questions. Merci.